En communication politique, on ne cesse d'innover, parfois avec succès, parfois un peu moins. Pour les 10 ans de Public Sénat, nous vous proposons de revenir sur tout ce qui a changé ces 10 dernières années en matière de communication politique. Quelles sont les innovations marquantes et quelles sont leurs conséquences? Bref, nous déshabillons en tout bien, tout honneur les précurseurs de la communication politique. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. On est vendredi, il est 18h. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Très heureux et très honoré. C'est par ces termes que Nicolas Sarkozy a accueilli l'attribution de l'Euro 2016 de football à la France. Le chef de l'État avait fait le déplacement en Suisse pour mettre toutes les chances de son côté. C'est une décision qui répare une injustice manifeste saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a décidé d'aligner les pensions des anciens combattants issus des anciennes colonies sur celles des militaires français. Ils sont aux mains des talibans depuis 150 jours. Une centaine de personnes s'est rassemblée aujourd'hui à Paris en soutien aux 2 journalistes de France 3 retenus en otage par les talibans en Afghanistan. La France préserve son rang sportif d'après Ramayad, car c'est donc la France qui a été choisie pour organiser l'Euro 2016 de football. Paris l'a emporté d'1 point sur la Turquie, ce qui efface un peu la douleur de la gifle reçue en 2005 au moment de l'attribution des Jeux Olympiques 2012 à Londres. À gauche comme à droite, la classe politique est très fière d'accueillir la compétition sportive dont elle espère les retombées économiques. Marie Brémaud. Une explosion de joie pour un événement sportif qui s'annonce juteux. Si Nicolas Sarkozy a mouillé le maillot durant la campagne, c'est notamment parce que l'Euro 2016 en France est une aubaine économique pour un pays en pleine crise. La France va engager de grands travaux, la rénovation de 8 stades, mais aussi la construction de 4 nouveaux à Lille, Lyon, Nice et Bordeaux. Ainsi, l'obtention de l'organisation va générer la création de 15 000 emplois, dont 4 000 de manière pérenne. Le million de touristes attendu pour ce genre d'événement sportif viendra relancer un secteur en difficulté, celui de l'hôtellerie et de la restauration. Lors de la Coupe du Monde de football en Allemagne en 2006, le tourisme avait ainsi rapporté plus de 500 millions d'euros. Vraiment, on s'engagera pour que ça soit un succès. L'État français mise gros. Les chantiers seront pris en charge par les pouvoirs publics à hauteur de 40%. La facture devrait s'élever à 680 millions d'euros. Pour la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, c'est un grand bonheur pour tous les Français. Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie et maire de Nice, se réjouit pour sa ville qui prépare depuis 2 ans, qui se prépare à offrir un grand stade à l'OGC Nice. De la même façon pour le maire de Bordeaux, Alain Juppé, c'est un encouragement à foncer pour la construction du nouveau stade prévu en 2014. Le maire de Paris, enfin Bertrand Delanoë, estime encore que c'est une magnifique nouvelle pour tous les amoureux du ballon rond. Les anciens combattants issus des anciennes colonies toucheront dorénavant les mêmes pensions que les militaires français. Égalité rétablie grâce à une décision du Conseil constitutionnel saisi pour la première fois pour une question prioritaire de constitutionnalité. Les sages ont censuré a posteriori des décisions législatives. C'est lui qui détient le plus gros patrimoine immobilier de l'État. Le ministère de la Défense revend ses immeubles pour aller s'installer à Ballard. Depuis 2008, le fruit espéré de ces ventes est même inscrit côté recettes dans le budget du ministère. Mais voilà, les biens ont été surévalués et pour l'instant, les recettes se sont transformées en déficit, ce qui est dénoncé dans un rapport sénatorial. Julie Trassard. L'îlot Saint-Germain devait être vendu avec 7 autres immeubles parisiens pour 744 millions d'euros. Le ministère de la Défense ne quittera ses locaux qu'en 2014, mais il en espérait des recettes immédiates grâce à une société de portage qui les aurait achetés pour les revendre par la suite. Mais ce consortium n'en proposait que 520 millions, c'est-à-dire 30% de moins que l'objectif du ministère qui a décidé de ne pas vendre. Le risque pris par le consortium, c'est-à-dire acheter tout de suite un bien qu'il n'aurait remis sur le marché que dans plusieurs années, les a amenés à proposer un prix, une valeur que l'État n'a pas accepté. En ne vendant pas ces immeubles, le ministère se prive de recettes pourtant inscrites dans son budget.
Pour l'instant, l'État lui a accordé des crédits pour compenser, mais il faudra les rembourser. Et selon un récent rapport sénatorial, 100 millions d'euros auraient quand même fait défaut en 2009. Le ministère essaiera de vendre ces immeubles un par un d'ici 2014, de même que certaines possessions en province. Pas sûr que ça soit suffisant. Déjà sur les dépenses à effectuer dans les prochaines années, il y avait une sous-évaluation. Et puis il y a eu une surévaluation des biens. Les casernes et certains bâtiments sont très difficiles à vendre. Selon le rapport du Sénat, l'écart entre les objectifs et les ventes pourrait s'élever au bas mot à 200 millions d'euros. Un gros manque à un moment où les ministères doivent faire des économies. Cela pourrait avoir des conséquences sur les effectifs de l'armée et mettre un frein à sa modernisation lancée en 2008. Voilà, un reportage de Julie Trassard à qui on souhaite bon vent. Pour le ministre de la Défense, Hervé Morin, c'est une insulte à l'amitié franco-allemande. Une centaine de sépultures de soldats allemands ont été profanées dans un cimetière de Guebwiller dans le Haut-Rhin la nuit dernière. Plus 15 700 demandeurs d'emploi en avril. Le nombre d'inscrits au chômage a augmenté le mois dernier. En France métropolitaine, les derniers chiffres viennent à l'instant d'être communiqués. C'est la niche fiscale la plus coûteuse en 2009 en tout cas. Un rapport sénatorial attire l'attention du gouvernement sur le crédit d'impôt recherche attribué aux entreprises qui a coûté 5,8 milliards d'euros à l'État l'année dernière. Et d'après les sénateurs, son efficacité, en ce qui concerne les plus grands groupes du moins, est contestable. Jérôme Rabi. Pas d'abus manifeste, des déductions fiscales qui profitent à l'économie française, mais le crédit d'impôt recherche nécessite d'être recadré. Son mécanisme est simple. Si une entreprise investit jusqu'à 100 millions d'euros en recherche et développement, elle bénéficie d'un crédit d'impôt de 30%. Pour les montants supérieurs à 100 millions d'euros par an, c'est seulement 5%. Mais c'est justement ces 5% que le sénateur centriste Christian Gaudin pointe du doigt. Trop faible pour être incitatif, il coûte tout de même près de 600 millions d'euros à l'État. Et ce sont les grands groupes qui en sont les bénéficiaires. L'automobile, l'industrie pharmaceutique ou encore l'aéronautique sont en effet de grands investisseurs en recherche et développement. Souhaitant privilégier les soutiens aux PME, le sénateur préconise donc un amendement sur ce sujet lors de l'examen du budget à l'automne prochain. 600 millions qui pourraient contribuer aux 5 milliards d'euros que l'État veut économiser sur les niches fiscales d'ici 2 ans. Ça fait 150 jours qu'ils sont retenus en otage en Afghanistan. Une centaine de personnes se sont rassemblées à l'appel de Reporters sans frontières cet après-midi devant le siège de France Télévisions en soutien aux deux journalistes de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Alors qu'ils réalisaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction, ils ont été capturés par les talibans. Retour maintenant sur la principale actualité du jour, l'attribution à la France de l'organisation de l'Euro 2016. Et pour en parler, notre invité est Michel Desbordes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de marketing du sport à Paris 11. Alors, quelles sont les retombées économiques qu'on peut espérer de cet événement? Pourquoi est-ce que la classe politique est si contente d'avoir obtenu l'Euro 2016? Alors premièrement, on est toujours content d'organiser un bel événement, qui plus est consensuel. Personne n'est contre les Jeux Olympiques, personne n'est contre la Coupe du Monde. C'est un élément normalement fédérateur, de bonne humeur, et on sait que la bonne humeur, c'est en général bon pour l'économie. Et bon pour la politique aussi. Oui, en général, on se souvient, le président Chirac, le numéro 23 en 98, Lionel Jospin dans la tribune présidentielle avec lui. Les politiques ont tout intérêt à ce qu'il y ait des beaux événements qui marchent bien dans le sport français, c'est une évidence. D'accord. Alors en termes de retombées économiques, en termes d'emploi, etc., qu'est-ce qu'on peut attendre de cette organisation, de cet événement? Alors les retombées économiques, il faut les regarder sous deux angles. Il y a un premier angle qui est retombées économiques directes sur l'événement, donc c'est-à-dire des touristes qui viennent en France, qui consomment, des nuits d'hôtel, la restauration, du TGV, Air France, etc. Donc ça c'est un premier point. 2,5 millions de touristes attendus pour l'Euro 2016. Voilà, qui plus est, c'est des événements sur le mois de juin, fin juin, début juillet, donc c'est idéal pour lancer une saison touristique. Ça c'est le premier point, mais il y a un deuxième point qui est sans doute plus important pour nous, qui concerne les stades. Parce qu'on a besoin de nouveaux stades. Ces stades vont être faits grâce à l'Euro 2016 et ça, c'est une injection dans l'économie qui est incontestable. Oui, alors c'était urgent de rénover le parc sportif français. Il date d'un autre âge, c'est ça? Quel est l'état? Oui, il date d'un autre âge. C'était pas urgent, c'était indispensable. C'est-à-dire que sans ces stades, le football français au niveau professionnel était mort. Il faut quand même en être conscient. Des clubs comme Lyon, comme Marseille, comme Bordeaux peuvent pas rivaliser au niveau européen avec les stades dont ils disposent aujourd'hui. Et on n'avait pas raté 98. En 98, le Stade de France coûtait tellement cher qu'on n'avait plus assez de moyens pour les autres stades. C'est ce qui explique leur vétusté.
D'accord. Et donc là, effectivement, les maires des principales villes concernées par ces nouveaux stades, que ce soit Nice, Lyon, Lille, se réjouissent, Bordeaux, se réjouissent de cet événement. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille. Il était invité de l'émission Bibliothèque Médicis avec Jean-Pierre Elkabbach. Je pense surtout qu'il faut avoir les yeux fixés sur ce championnat d'Europe de 2016 Vous ferez des travaux d'immenses travaux. Attendez, c'est-à-dire que ce sera le même stade restauré, agrandi ou un autre stade? Le même lieu, mais avec un stade qui sera largement réhabilité. Moins ouvert au Mistral? Il sera couvert aussi, sauf, Michel, que les appels d'offres étant en cours, je ne peux pas m'exprimer plus sur cette affaire-là, mais le conseil municipal, en séance extraordinaire, choisira le projet le 17 juillet prochain. Et vous voyez, on n'aura pas beaucoup de temps à attendre. Voilà, une émission à voir en intégralité dès la fin de ce journal. Donc effectivement, les maires concernés. Il y a le maire de Strasbourg qui dit qu'il se réjouit, mais qu'il attend l'aide de l'État. Le fait d'avoir l'Euro 2016, c'est une assurance pour tous ces maires que les aides vont venir et que les infrastructures vont bien être construites. Alors c'est complexe aujourd'hui la construction d'un stade. Historiquement, les stades, c'est les villes. Tous les stades aujourd'hui français, à l'exception d'Auxerre, appartiennent aux villes. Donc aujourd'hui, évidemment, ces stades servent à des clubs professionnels privés. Donc on comprend la réticence des villes. La ville de Marseille, la ville de Paris n'ont pas envie de financer un équipement qui est à destination d'une entreprise privée, qui plus est avec des joueurs dont on sait qu'ils sont largement très bien payés. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, c'est clair que les villes voient aussi leur intérêt. La ville de Lyon sait très bien qu'on parle de Lyon dans toute l'Europe grâce au club. Donc ils veulent aussi le stade. Maintenant, c'est clair qu'un financement à 3, ville, État, club, va obligatoirement avoir lieu parce que personne ne peut faire le stade tout seul aujourd'hui vu les coûts engendrés. Le stade de Lyon, c'est 350 millions d'euros environ. Donc c'est de bon augure, surtout au moment où les subventions de l'État aux collectivités territoriales sont gelées. Ça remonte le moral de la Fédération française de foot qui était un peu en berne, avec une baisse du nombre, une chute de licences, une contestation autour des Bleus et des choix de Raymond Domenech. C'est bien clair, aussi. C'est clair que c'est une très 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 bonne nouvelle et je dirais que c'est vraiment un appel d'air énorme pour le foot français, notamment au niveau européen, parce qu'on sait très bien que là maintenant on a une deadline, on sait qu'en 2016 on doit être prêt et que les stades devront être prêts. Donc il faudra que ça se fasse et les clubs le savent. Et aujourd'hui, je pense que les plus réjouis aujourd'hui, c'est probablement les présidents de Lyon, de Marseille, de Lille, de Bordeaux qui doivent vraiment être très heureux. Michel Platini dit que c'est la présence de Nicolas Sarkozy qui a fait pencher la balance. Vous pensez que ça a joué vraiment ? Je ne suis pas dans le secret des votes. La France était favorite. Maintenant, c'est clair qu'avoir le soutien de son pays est toujours important. Par exemple, aux Jeux Olympiques, c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Si votre président ne se déplace pas, c'est perdu d'avance. S'il se déplace, c'est un plus. Mais bon, le président turc était là aussi. Donc, visiblement, on a eu gain de cause. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Donc, je précise 15 000 emplois attendus, en tout cas dans la phase construction des stades, et 4 500 de façon pérenne après pour l'exploitation de ces infrastructures sportives. On passe à l'image politique de la semaine. Et l'image que nous avons choisie, c'est celle des manifestations d'hier contre la réforme des retraites, entre demi-succès et demi-échec. C'est selon. Les cortèges, en tout cas, n'ont pas été aussi importants qu'espérés par les syndicats. 1 million de personnes sont descendues dans la rue selon la CGT, un peu moins de 400 000 selon la police. Pour certains, l'affluence plus faible que prévu donne le feu vert à Nicolas Sarkozy pour continuer sa réforme. Et le gouvernement, en tout cas, se targue d'avoir bien géré le dossier. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Alors, est-ce que, effectivement, la communication sur le dossier des retraites est sans faute jusqu'à présent, à votre avis ? En tout cas, à écouter les médias, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est l'idée que Nicolas Sarkozy a réussi en termes de communication. Alors, quels en sont les ingrédients ? Nous ne sommes pas à la fin du dossier de l'histoire, mais quels en sont les ingrédients ? D'abord, un dégoupillage, très clairement. Qu'est-ce qui faisait que par rapport aux mobilisations antérieures, on dise Nicolas Sarkozy s'en est bien sorti ? Pas les questions d'opinion, puisque les Français sont toujours majoritairement favorables à la retraite à 60 ans, par exemple. Mais parce que comme il y a eu déconnecté la question des régimes spéciaux du régime général, il y a eu un dégoupillage du cocktail explosif qui existait auparavant, c'est-à-dire un mouvement social dur
parce que les régimes spéciaux, notamment dans les transports, faisaient qu'il y avait une gêne dans le pays, plus un soutien de l'opinion, une sorte de greffe par procuration de l'opinion à l'égard d'un mouvement social dur. Là, il y a des coupillages, il y a des manifestations qui, en termes d'effectifs, sont moins importantes, parce que les grands corps des mobilisables du syndicalisme ne sont pas là ou moins là, et puis du coup, le soutien de l'opinion a moins, je dirais, a moins d'impact et de force. Deuxième élément, une communication très soft. Raymond Soubi est à la manœuvre, il sait ménager les partenaires sociaux. Pas de triomphalisme sur la question de la négociation sociale. Troisièmement, un calendrier au forceps, très rapide, très resserré, de sorte que très vite, la séquence parlementaire et politique se substitue à la séquence sociale qui était dangereuse pour le gouvernement, car seuls les syndicats ont la confiance des Français. Ni la gauche, ni le gouvernement, ni Nicolas Sarkozy, seuls les syndicats. Du coup, ce calendrier resserré fait qu'on est déjà dans la séquence politique. Quatrièmement, ringardisation de l'opposition de gauche. La sortie de Nicolas Sarkozy, elle ne heurte pas les syndicats, elle rappelle seulement que Martine Aubry était du temps de François Mitterrand. Sous-entendu, les socialistes sont passéistes et conservateurs. Bien. Donc vous le voyez, au total, un dosage de réflexion stratégique, pas de régimes spéciaux, et puis un phasage entre la question du timing et l'articulation séquence sociale, séquence politique. Au total, on verra seulement lors de la présidentielle quel est l'impact de tout ça, si la réforme passe, mais finalement, les uns et les autres concourraient à dire que c'était difficile pour Nicolas Sarkozy et qu'il est en train de faire passer la réforme. Avec un bon casting en la personne d'Éric Woerth pour traiter ce dossier ? Avec un casting de quelqu'un qui a l'air compétent, de quelqu'un qui a l'air sérieux, qui a le sens de l'écoute. Derrière tout ça, on le sait, hein, c'est Raymond Soubi à l'Élysée qui est à la manœuvre, mais il est effectivement l'homme idoine, après le signe qu'avait fait Nicolas Sarkozy d'écarter Xavier Darcos, comme s'il s'agissait de mettre un ministre compétent, sérieux et vierge politiquement de toute, je dirais, tâche politique. Des élections régionales. Juste un mot, parce qu'on vient de parler de l'attribution de l'euro à la France. Ça va aider, ça aussi, ce genre de bonnes nouvelles qui dopent un peu la popularité des dirigeants, finalement, à faire passer une réforme comme celle des retraites ? Disons qu'il y a des éléments d'opportunité négative qui ont aidé Nicolas Sarkozy. La crise grecque a fait bouger l'opinion un peu sur la question de la résistance face à la remise en cause de la retraite à 60 ans. Donc ça a joué négativement, mais en faveur de Nicolas Sarkozy, dans une sorte d'abattement d'une partie des salariés. Et positivement, vous avez raison, ça a été dit par votre interlocuteur précédent, ces moments de communion nationale sont des moments qui bénéficient toujours au président en place, quel qu'il soit. Donc ça fait monter la cote de popularité et ça peut aider à faire passer des pilules. Merci beaucoup Stéphane. À la semaine prochaine. Depuis ce matin, l'iPad est disponible en France. Les aficionados se sont précipités dès l'aube dans les magasins pour l'acquérir. Alors en dehors du gadget, eh bien l'outil est aussi un espoir pour la presse papier. Plusieurs titres ont déjà prévu une application. Bérangère Dinglas. C'est une petite tablette électronique de 680 grammes qui mesure 24 cm sur 19 et qui pour certains pourrait révolutionner le monde de l'édition. Lire des livres, regarder la télévision, des films, mais aussi surfer sur Internet, voilà tout ce que permet la petite tablette. Régis Lévy s'est fait ramener un iPad il y a 15 jours des États-Unis. Depuis, il est fan. On a notre bibliothèque, comme on avait la bibliothèque à la maison. On tourne une page avec un doigt. Dans l'autre sens aussi. Et donc on peut lire, effectivement. Le confort de lecture, c'est la principale différence avec les téléphones portables. Voilà pourquoi les journaux se lancent avec espoir dans l'aventure. Précurseur, Le Monde était à New York il y a 2 mois pour le lancement international de l'iPad. Depuis, 10 000 applications ont été vendues aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le journal, Le Monde. Ces 30 dernières éditions, une navigation incroyablement facile. C'est surtout l'accès en permanence à la dernière édition du Monde, l'accès en permanence aux dernières infos du monde, et ça en se promenant avec. Le Figaro, Libération, Les Échos, le Nouvel Obs ou Géo, peu à peu, tous les journaux lancent leur application. Mais pour Philippe Janet, ce n'est pas pour autant la solution miracle. La presse, elle ne peut pas se contenter de se dire je fais un contenu que je n'arrive pas à vendre en papier, si je le mets sur un autre support, ça va marcher. C'est pas ça la solution. Malgré le prix,
500 € pour le modèle de base. Les analystes prévoient qu'il s'en écoulera en France 4 à 500 000 exemplaires d'ici la fin de l'année. Voilà, pour parler de ce sujet, notre invité est Éric Scherer, directeur stratégie et relations extérieures à l'AFP. Bonsoir. Bonsoir. Vous tenez également un blog qui s'appelle MediaWatch. Alors, est-ce que l'iPad, c'est une nouvelle façon de s'informer? Ah oui, l'iPad, c'est un nouvel usage. C'est en plus une manière de s'informer plutôt agréable, plutôt nouvelle, ludique, avec une qualité d'image assez extraordinaire. Je ne sais pas si on peut oui, alors vous en avez l'avoir ici. Une qualité d'image, de photos, de vidéos tout à fait exceptionnelle, une durée de batterie remarquable. Donc oui, un nouvel usage, une nouvelle manière de s'informer, probablement en mobilité, en train, en avion, sur son canapé, peut-être à la cuisine, de manière collective aussi, quelque chose d'un peu nouveau. La différence, c'est parce que donc on peut feuilleter, tourner les pages d'un journal, comme un journal papier, mais en plus, il y a des vidéos, il y a ce qu'on appelle le multimédia, c'est ça la différence? Oui, alors vous avez du texte, vous avez de la photo, de la vidéo, du graphique animé, beaucoup d'images, effectivement. C'est un outil d'image, c'est un outil visuel avant tout. Alors ensuite, il y aura probablement beaucoup de livres et probablement des applications éducatives. Je pense que d'ici quelques années, tous les cartables d'enfants, d'étudiants n'auront plus de livres, mais auront des tablettes, pas forcément des iPad Apple, mais des tablettes, et qui viendront remplacer les livres d'avant. Ouais. Et alors, est-ce que c'est un espoir, selon vous, pour la presse papier? Alors oui, bien sûr, c'est un espoir. C'est un espoir parce que ça remet du contrôle dans les contenus, ça vous permet de reprendre le contrôle sur les contenus presse, médias. Ça vous permet aussi d'espérer de le monétiser. C'est la première fois qu'on a quelque chose de facile. C'est iTunes, c'est iTunes d'Apple. En un clic, vous pouvez acheter le journal ou le magazine. En même temps, ça va être difficile pour les journaux qui n'ont pas des capacités d'investissement. Parce que s'ils proposent des choses qui existent aujourd'hui, ça va être difficile parce que c'est déjà gratuit ailleurs, oui, à un clic ou un effleurement d'écran. Donc il va falloir investir, il faut proposer des choses nouvelles, il faut proposer de la valeur ajoutée, il faut proposer une expérience un petit peu nouvelle, et donc il faut de l'investissement et de la recherche et du développement, proposer des choses en rich media, et ça va pas être facile. Donc ça veut dire que tous les journaux n'ont pas encore compris le tournant que représente cette nouvelle source d'information. On est au tout début on est au premier jour en France, le iPad s'est déjà vendu 1 million d'exemplaires aux États-Unis en quelques semaines. On est au tout début. Pour l'instant, personne ne peut dire si ça va sauver la presse ou pas. C'est un nouveau canal de distribution intéressant. C'est une nouvelle manière de monétiser les contenus, à voir si ça séduit le public. Vous parleriez d'un tournant véritablement ou... Ça sera probablement un tournant dans les usages, dans la relation des gens avec l'informatique. Ça, c'est sûr. Pour la presse, point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais du coup, on ne peut pas y échapper. Dans la presse, à la radio, à la télé, même chez nous, évidemment, ce soir, on est complice un peu de cette opération formidable de marketing d'Apple. C'est parce qu'elle a espoir que la presse se fait l'écho de cette révolution technologique? Bien sûr, c'est un espoir, c'est une planche de salut. C'est l'espoir, encore une fois, de pouvoir monétiser enfin leur contenu. Mais je le répète, à condition qu'ils changent les contenus, à condition qu'ils offrent quelque chose de novateur avec de la valeur ajoutée, parce que les contenus d'avant, même offerts gratuitement, il y avait de moins en moins de gens qui allaient les voir, donc il y a un problème d'offre dans la presse et dans les médias. Il faudra qu'ils s'adaptent. Ça va changer les métiers aussi dans les médias? Pas encore, non. Aujourd'hui, non. Les métiers sont des métiers d'écrit, sont des métiers de texte, des métiers de son. Les gens font du multimédia de plus en plus, c'est vrai. Déjà sur Internet, sur les sites des journaux. Déjà sur Internet, ouais. Ça existe déjà, oui, bien sûr. Mais tout doucement, les gens acquièrent des nouvelles compétences, bien sûr. Mais on n'est pas encore à une révolution dans les métiers aujourd'hui. On est dans une... Mais on va y venir? On y vient tout doucement. Bien sûr, on y vient tout doucement avec l'image qui prend de plus en plus d'importance dans les métiers du journalisme. L'image de photo, l'image de vidéo, graphique, etc., qui prennent une importance croissante dans nos métiers. Et alors, qu'en est-il des concurrents d'Apple? Ça existait déjà, des tablettes comme ça. Pourquoi est-ce que c'est celle-ci qui présente la révolution Parce que celle-ci est formidablement facile et à utiliser. Vous ouvrez il n'y a même pas de mode d'emploi dans la boîte quand vous l'ouvrez. Donc c'est très immédiat. Les autres sont un peu plus compliqués. Mais je crois qu'on va avoir des
des dizaines de tablettes qui vont déferler dans les mois qui viennent, des concurrents d'Apple avec le même type de fonctionnement, mais aussi d'autres choses qui viennent d'Asie, qui fonctionnent sous encre électronique, une nouvelle technologie, qui sont faites par des imprimeurs japonais notamment. Là, c'est la technologie du Kindle d'Amazon, par exemple. Alors aujourd'hui, c'est en noir et blanc, c'est assez lent, c'est pas très agréable, c'est pas formidable. Mais quand ce sera en couleur, quand les prix vont baisser, parce que les prix vont baisser, c'est encore très très cher aujourd'hui, on aura tout un tas de tablettes à notre disposition et une énorme concurrence pour Apple, bien sûr. Et vous qui observez les médias, notamment sur votre blog, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aujourd'hui de nouvelles pratiques du journalisme, de nouvelles façons d'informer? On parle de celle-ci. Il y a, je ne sais pas, par exemple, les internautes qui peuvent sponsoriser, financer des reportages, puisque les rédactions parfois n'ont pas les moyens d'envoyer des reporters, et donc elles proposent aux lecteurs, aux internautes de financer leurs reportages. On en est au début. Les nouvelles formes de journalisme, je pense plutôt au web documentaire, par exemple. Je crois que le web documentaire est un des formats qui est en train de se développer tout doucement. Le web documentaire est un mélange d'internet, de vidéos, de photos, et c'est un format qui est encore cher à produire, vraiment très cher, mais qui sera formidablement adapté à ce type de support, à ce type d'appareil, pour un journalisme un peu plus lent, un peu plus réfléchi, un peu plus analytique, et qui montrera des choses. Je crois que le web documentaire est un nouveau format d'avenir, vraiment intéressant. Et puis il y a d'autres types de journalisme, le journalisme de données, qui permettra de visualiser des données ou des statistiques de manière informative, éducative, qui est aussi un champ de potentiel intéressant pour le journalisme. Donc le métier est en révolution permanente et propose de nouvelles choses. En tout cas, ça donne espoir. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. On passe à la chronique parlementaire, comme tous les vendredis, de Delphine Gérard. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Alors en ces temps de disette budgétaire, la fameuse cagnotte des sénateurs fait des envieux. C'est en tout cas ce que révélait le Canard enchaîné cette semaine, qui assurait que l'Élysée espérait bien récupérer une partie de ce magot. Mais c'est pas du goût du président du Sénat, Gérard Larcher. Non, la réplique n'a pas tardé à venir, Caroline. Dès mercredi après-midi, le président du Sénat, à l'occasion d'un point presse, a expliqué bien que cette année, la Haute Assemblée avait été plus fourmi que cigale. Et comme on le sait tous depuis La Fontaine, la fourmi n'est pas prêteuse. Écoutez les explications de Gérard Larcher. Ici, on n'est pas un vaste économat. On est d'abord une institution pour faire la loi, pour contrôler le gouvernement, qui a quelques principes qui s'appellent l'autonomie. Et que dans l'autonomie, qui est un principe constitutionnel, il ne suffit pas que l'exécutif, quel qu'il soit, siffle pour que nous soyons dans la cour. C'est vrai en matière de législation, c'est vrai aussi en matière financière. Donc c'est très clair sur le sujet. Voilà. Et alors Delphine, est-ce que cette cagnotte existe vraiment ou est-ce que c'est un fantasme ? Non, Caroline, ce n'est pas un fantasme. Cette cagnotte existe bel et bien au Sénat. Cela représente environ 1 milliard à 1,5 milliard d'euros. Cela provient de la caisse de retraite des sénateurs. Et selon le Canard enchaîné, eh bien, ce milliard d'euros bien placé rapporte 40 millions d'euros par an à la Haute Assemblée. Alors, pour information, depuis 1992, l'Assemblée nationale, qui dispose d'un système similaire, a décidé de reverser ses excédents à l'État. Au Sénat, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. D'ailleurs, Gérard Larcher ne parle pas de cagnotte. Pour lui, c'est une sorte ce n'est pas non plus une réserve, ce sont des fonds normaux pour une institution comme le Sénat. Et ça sert à quoi ? Eh bien, le président du Sénat l'a expliqué, finalement, cela sert à ce que le Sénat soit autonome financièrement. Pour financer certains investissements exceptionnels, il ponctionne donc sur ses ressources propres. Il ne demande rien à l'État. D'ailleurs, la dotation budgétaire qu'il reçoit chaque année n'a pas augmenté. C'est une dotation constante et pourtant, le Sénat a stabilisé son budget. Gérard Larcher, mercredi, l'a expliqué. Par exemple, si le Sénat n'avait pas cette caisse, eh bien, la retraite des sénateurs coûterait 3 fois plus à l'État qu'actuellement. Donc le Sénat finalement montre une image d'une assemblée plutôt vertueuse qui fait des efforts, qui a réduit son train de vie. Un autre exemple, Caroline, à partir du 1er juillet 2010, eh bien, les sénateurs vont voir leur taux de cotisation réévalué à 8,25% dans un effort de solidarité nationale. Finalement, cette cagnotte n'est pas inutile dans cette période, on le disait au début de cette chronique, de disette budgétaire. Merci beaucoup Delphine, c'est la fin de ce journal. Merci.
Merci à Tam Traduit et à Lola Sorrenti qui l'ont préparé. La soirée continue bien sûr sur Public Sénat. Tout de suite, Bibliothèque Médicis avec Jean-Pierre Elkabbach. Et je vous retrouve en direct à 22h. Et mon invité pour commenter l'actualité de la semaine, c'est la metteur en scène Ariane Mouchkine. Très bonne soirée. Puisqu'il s'agit d'ouvrir la voie à une espérance nouvelle, nous le ferons au printemps. Le 27 avril 1969, De Gaulle perdait le référendum sur le Sénat et quittait le pouvoir. 40 ans après, le réalisateur Jean-Michel Dzian a interrogé les proches et les biographes du président pour comprendre les raisons de ce départ et son lien avec les événements de mai 68. Je pense que mai 68 a tué De Gaulle. De Gaulle, la fin d'un règne. Un documentaire pour revisiter les grandes heures de notre histoire, dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. La planète entière va s'enflammer. Elle va vivre à l'heure du mondial de football. Des milliards d'hommes et de femmes aussi vont passer des soirées et des soirées devant leur télévision et leur radio. Je sais qu'il faut éviter la saturation prochaine. Mais pour les passionnés, les profanes et les convertis, Bibliothèque Médicis va essayer de donner quelques clés avec les meilleurs qui sont ici sur le plateau. En 2010, c'est l'Afrique du Sud qui organise donc la Coupe du Monde. Elle s'y engage à fond en mettant ses budgets, en mettant son cœur et ses musiques. Il faudra qu'elle fasse un effort en matière de sécurité. Et la compétition va à peine commencer qu'on annonce déjà l'Euro 2016. L'UEFA a choisi entre 3 pays hôtes, la France, l'Italie et la Turquie. L'Afrique, elle a longtemps attendu son moment, et l'Afrique du Sud encore plus. Si longtemps écartée à cause de sa politique d'apartheid honnie par le monde entier. Nelson Mandela lui a rendu à la fois ses couleurs et son honneur. Avec nous dans Bibliothèque Médicis, Paul Dietschi, universitaire, historien, etc., mais passionné de foot. 2 livres chez Perrin, l'histoire du football et l'Afrique et la planète football chez EPA. EPA ? EPA. Oui, EPA, c'est pas la drogue